Je remercie Hamza Gaël pour leur présentation. Et enfin, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous, d'être speaker dans le Keshtec dans sa 6e édition. Donc, ça fait toujours plaisir de partager justement tout ce qu'on aime faire avec des jeunes comme nous. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet. Donc, dans ce sens, je vous invite tous à interagir avec moi dans le chat. Comme ça, on discute sur tous les points en temps vif. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter comment approfondir la gestion de projet de l'idée à la bonne gouvernance. Donc, comme je vous ai déjà dit, la phase de projet, enfin notre présentation aujourd'hui, je l'ai divisée en fonction des phases justement chronologiques du projet. C'est-à-dire que chaque projet en amont, avant d'être mis en place, il a besoin de plusieurs phases plutôt en amont pour bien planifier le lancement de notre projet. J'ai pratiquement fait justement les différentes phases du projet, à savoir la phase d'identification de l'idée, phase de préparation qui est la phase la plus importante et la phase la plus critique pour un projet, la phase de recherche du financement de l'innovation, dont on va parler justement comment avoir un financement pour notre projet, qui sont justement les instituts ou bien les instituts ou bien les associations, tout ce que vous voulez, qui peut nous donner justement un levier de fonds qui sera intéressant pour notre projet. Après, on a les phases justement de lancement, du démarrage, suivi du projet et évaluation du projet. Donc, c'était la dernière ligne. Voilà. Commençons par le début. Donc, au début, c'est la phase d'identification de l'idée et du porteur du projet. Avant de commencer chaque projet, justement, il y a une idée qui est derrière. Une idée et un porteur du projet. Sous-entend par un porteur du projet, une ou deux à plusieurs personnes. Bon, c'est les porteurs du projet initiaux à partir duquel ils vont commencer justement un projet. Donc, la phase d'identification d'idées, c'est justement une phase très critique. C'est là où on peut identifier l'idée de notre projet et identifier le profil du porteur du projet. Et là, je parle d'un bilan personnel du porteur du projet, à savoir si le porteur du projet sera dans la mesure de gérer le projet, de lancer l'idée du projet, du point de vue technique comme du point de vue managérial. Donc, là qu'on a défini notre première phase d'identification de projet, on passe à une phase qui est assez critique, qui est la phase de préparation des prises de décision du projet. C'est-à-dire que une fois j'ai l'idée de projet, qu'est-ce que je dois faire pour préparer le lancement de mon projet? Et là, on parle de 4 études qui sont très primordiaux et basiques, je dirais, pour le lancement d'un projet, pour la préparation d'un projet, à savoir les études juridiques, études techniques, l'étude financière et enfin l'étude commerciale. Ce sont les éléments principaux qui font l'objet d'un business plan. Mais là, on va préciser chaque étude, quels sont les éléments dont on doit faire quelques recherches, dont on doit préciser avant de se lancer dans notre projet. Alors, la première étude, c'est l'étude juridique. C'est l'étude basique, principale. Avant de se lancer sur chaque projet, on doit savoir quelle est la forme juridique dont on doit adapter. Bien sûr que la forme juridique dont on doit adapter doit être justement compatible avec la taille, la fonction de notre entreprise, l'activité, donc la nature de l'activité, etc. Donc, c'est en fonction de pas mal de paramètres qu'on peut se décider par rapport à quelle forme juridique on peut faire face. Donc, dans ce sens, on commence justement par une comparaison des différentes formes juridiques qui sont envisageables. Et là, je parle de plusieurs formes, SARL, SA, l'auto-entrepreneur, la coopérative, les associations, etc. Il y en a plein. L'idée, c'est qu'on doit justement spécifier chaque forme juridique, quels sont ses avantages et ses inconvénients, et quelle est la forme juridique la plus adaptée à notre activité, à la taille de notre entreprise. Si je donne l'exemple, par exemple, d'une SARL qui a un maximum d'associés, je dirais, de 50 personnes, avec un maximum de capital de 100 000 dirhams. Il y a aussi les SA, ce sont les sociétés anonymes qui sont des entreprises qui sont assez grandes, donc ce n'est pas pour les PME, etc. Donc, qui sont en moins de 5 actionnaires, dont justement le capital, en fonction, enfin, la responsabilité de chaque actionnaire, c'est en fonction de leur apport en capital. Et il y a aussi le statut d'auto-entrepreneur qui est un statut, je dirais, de base, à partir duquel on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans pour autant avoir plusieurs responsabilités, plusieurs charges là-dessus.
Donc, une fois on a comparé les différentes formes juridiques envisageables, on part justement chercher le coût de chaque formalité. Bien évidemment, chaque forme juridique a un coût derrière pour s'inscrire, pour avoir les différents, je dirais, axes de la forme juridique. Après, il y a l'élaboration des statuts, et là, on parle des différentes responsabilités, des différents apports au niveau des associés, que ce soit à un niveau de nature, à un niveau financier ou à un niveau industriel, etc. Donc là où on spécifie les différentes, justement, responsabilités ou bien axes sur lesquels on se base pour se mettre sur la même longueur d'onde avant de se lancer sur le projet. Et après, un point qui est très, très essentiel et dont on ne fait pas vraiment attention, qui est la connaissance du cadre juridique de notre marché en général du projet. Parce que là, enfin, pour débuter un projet, on n'a pas vraiment tendance à chercher le cadre juridique justement et réglementaire du projet, c'est-à-dire le marché, comment ça roule justement dans le marché point de vue juridique. Et on a tendance à zapper ce point, mais justement on le regrette lorsqu'on tombe sur un problème, je dirais, institutionnel avec une entreprise ou bien une institution. Donc là, on est censé revenir à un cadre juridique quand on ne sait pas vraiment laquelle on peut se positionner. Donc bien évidemment, parler d'un cadre juridique du marché bien réglementaire du projet est très, très essentiel. Comme ça, on peut savoir ce qui est justement les droits, justement nos droits par rapport au marché et les différents piliers sur lesquels se base le marché pour qu'on puisse justement avancer. Donc, c'était une brève justement introduction à l'étude juridique. Donc là, j'ai spécifié en fait sur notre présentation aujourd'hui pour vous donner un peu plus de visibilité sur cet aspect juridique. J'ai choisi comme exemple de forme juridique un exemple d'auto-entrepreneur, puisque c'est un exemple qui est assez, je dirais, fluide par rapport aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et pour créer justement des services sans pour autant avoir beaucoup de responsabilités par rapport à l'entreprise, par rapport à nos charges, etc. Donc, l'exemple d'auto-entrepreneur, j'ai mis ici trois questions plutôt qui sont très essentielles et basiques. Comment avoir le statut d'auto-entrepreneur, la déclaration du chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur et comment justement mettre fin au régime d'auto-entrepreneur. Donc, pour répondre à la première question qui est comment avoir le statut d'auto-entrepreneur, bon, l'affaire est très simple. Il suffit justement de se rendre vers plutôt le portail électronique du registre national de l'auto-entrepreneur, où il y a justement une demande qui peut être signée et remplie par l'intéressé, le jeune qui veut avoir le statut d'auto-entrepreneur, et mettre la demande qui est retirée et signée à l'un des guichets des banques qui sont partenaires à Al-Barid Bank, Al-Barid Al-Maghrib, notamment Tijari, le BP, BMCE, etc. Il y en a plein. Donc, on peut justement avoir le statut d'auto-entrepreneur à 48 heures après le dépôt de notre demande. Après, comment on peut déclarer notre chiffre d'affaires? Donc, le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur doit être déclaré trimestriellement, justement par rapport justement au porté. Donc, on peut justement avoir une déclaration du chiffre d'affaires encaissé d'une manière trimestrielle. Donc, c'est ça la base. Sinon, comment on peut mettre fin au régime d'auto-entrepreneur? Donc, il y en a pas mal de voies, je dirais, ou bien d'options pour mettre fin à notre régime d'auto-entrepreneur. Donc, en premier lieu, qui est basique, c'est une demande de l'intéressé, justement établie pour modifier ou bien déposer une demande auprès du guichet des banques qui sont partenaires à Al-Barid Maghrib pour arrêter son statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, au cas où on a une non-déclaration du chiffre d'affaires, ou bien un chiffre d'affaires qui est nul à partir de la deuxième année suivie de l'inscription. Donc là, c'est automatiquement, tu es radié du statut d'auto-entrepreneur, ou bien au cas où une déclaration du chiffre d'affaires qui dépasse justement le seuil fixé pour 2 années qui sont consécutives. Alors là, on n'a plus le droit à un statut d'auto-entrepreneur. Donc, en fait, comme je vous ai déjà dit, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, pour moi, c'est un statut assez intéressant pour les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Mais je dirais que c'est un statut qui est préliminaire, donc à travers duquel on peut apprendre comment gérer un projet, comment gérer des clients. Mais là, une transition entre l'auto-entrepreneur et une forme beaucoup plus avancée me paraît une chose qui est triviale et une forme, je dirais, de maturité, une montée en maturité par rapport à l'entrepreneur en lui-même.
Et donc, c'est dans ce sens qu'on va justement avoir notre présentation aujourd'hui. Donc, pour avoir cette transition qui est assez, je dirais, compliquée dans plusieurs termes, on doit avoir un ensemble de scénarios dans notre tête. Voilà. Donc, on doit tout d'abord définir l'orientation, où est-ce qu'on veut aller, nos besoins internes et externes en termes de compétences, quelles sont les compétences dont on aura besoin dans cette transition d'auto-entrepreneur vers une autre forme. Après, on doit définir notre stratégie de recrutement. Qui dit stratégie de recrutement dit les charges salariales qui en déduit. Et derrière tous ces aspects, c'est-à-dire les charges salariales et toutes les charges, et derrière tout ça, on a un chiffre d'affaires qu'on doit justement avoir. Si à travers tous ces calculs, on obtient un chiffre d'affaires qui est assez élevé, dont on sait très bien qu'on ne peut pas y aboutir, donc là, on doit se remettre en question, revoir justement toutes nos stratégies de recrutement, toutes nos charges, etc. Donc, ce sont les éléments sur lesquels on va se baser sur notre présentation. C'est la vision et la mission de notre projet et quelles sont les études dont on doit mener pour avoir tous les aspects, que ce soit ressources humaines, que ce soit matériel, que ce soit du marché, que ce soit du projet en lui-même. Donc, passons à la deuxième étude qui est l'étude technique. Et là, on parle justement du vif du sujet qui est notre projet, l'étude technique qui regroupe tout ce qui est, je dirais, marché technique du projet. Donc, j'ai commencé par une étude, c'est-à-dire en premier lieu, le lieu d'implantation de notre projet. Où est-ce qu'on veut implanter notre projet? On doit avoir des critères objectifs et on a même des critères subjectifs. Donc, un critère objectif en fonction de notre je dirais, de la nature de notre activité. On a des critères objectifs. Donc, je fais de l'export, donc je dois être un peu de l'export à l'import, donc je dois être un peu plus proche d'un port X, ou bien des critères subjectifs. Donc là, ça dépend de la personne avec ses critères subjectifs, que ce soit familial ou autre chose. Mais tout doit être justifié. Après, on parle d'une structure et d'une mission et d'une vision du projet. Donc, chaque projet a une vision. Chaque projet a un âme et une vision. Si on n'a pas vraiment de vision et une vision très claire et une vocation du projet, on ne sera pas vraiment spécial sur le marché. Et donc là, on parle d'un organigramme qui est très bien détaillé, des fiches de poste, des fiches de poste qui sont requis au niveau de chaque poste pour savoir quels sont les besoins exacts et quelles sont les missions de chaque personne qui sera recrutée. Après, on a un élément très, très essentiel en études techniques qui est le plan des ressources humaines. Donc, qui dit plan des ressources humaines dit recrutement, formation, rémunération, motivation, fidélisation. Donc, ce sont les 4 piliers sur lesquels se base tout noyau d'entreprise qui sont ces ressources humaines. Donc, tout choix de recrutement doit être justifié, en particulier en ce qui concerne le plan des ressources humaines. Donc, pour maintenir les bons éléments, on parle de tout type de reconnaissance à travers justement une reconnaissance matérielle, une reconnaissance relationnelle, une reconnaissance au niveau de l'évaluation, de l'évolution. Si on n'arrive pas à maintenir les bons éléments de notre projet, alors là, on doit se remettre en question par rapport à notre style de management. Donc, je disais que, par exemple, quand on a des gens qui sont en train de démissionner, par exemple, si on a un taux de démission qui est assez élevé dans notre cabinet ou bien dans notre entreprise, on doit se remettre en question. Pourquoi pas faire des entretiens de sortie avec les gens qui sortent pour savoir quelles sont les choses qui l'ont poussé à sortir. Est-ce que c'est un point de vue rémunération? Est-ce que c'est un point de vue évolution au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est justement d'autres contraintes qui sont personnelles? Mais là, on part d'une manière générale, je dirais, un suivi personnalisé en management des ressources humaines très, très important justement pour un projet. Sinon, point de vue relationnel, chaque entreprise a ses valeurs. Là, on parle par exemple de transparence, d'équitabilité, etc. Les valeurs d'une entreprise sont très, très importantes, surtout sur le plan ressources humaines. Mais là, lorsqu'on voit, mais justement, sinon, dans des cas, je dirais, exceptionnels, où la contrainte des projets peut pousser à ne plus regarder sur une valeur, je dirais par exemple la transparence, on peut en passer. Parce que l'objectif de notre projet, c'est atteindre nos objectifs sur le bon terme, avec le bon moment et sur les bons, je dirais, ressources, avec une efficience assez élevée. Donc, l'objectif, c'est qu'on doit maintenir toute une combinaison entre nos objectifs en termes je dirais, de chiffre d'affaires pour l'entreprise et nos objectifs en termes de ressources humaines pour notre projet. Après, il y a un plan qui est assez basique, qui sont les plans de ressources matérielles. Ce sont justement les besoins en termes de matériel, immobilier, tout ce qu'on a besoin pour mettre en place notre projet.
Donc là, après qu'on a fait l'étude technique, on passe à une étude assez très, très importante, je dirais primordiale pour le lancement de notre projet, c'est l'étude financière. L'étude financière, c'est tout simplement une étude basique sur le budget plutôt, dont on va en avoir besoin pour notre projet. Là, en termes je dirais, de fonctionnement, on parle de deux sortes de budgets. Soit un budget d'investissement, et là, on parle de besoin de financement, soit un budget de fonctionnement, qui sont les charges fixes, variables, directes et indirectes de notre entreprise, les charges salariales, le loyer, le fibre. Donc, tout ça, on parle de budget de fonctionnement de notre entreprise. Par contre, pour le budget d'investissement de notre entreprise, et là, on parle d'un budget, que ce soit un capital, que ce soit un levée de fonds, que ce soit un investissement. Enfin, c'est un sujet dont je vais parler par la suite pour le projet de levée de fonds et comment on peut avoir des fonds qui sont fixes pour notre projet, qui sont les instituts qui peuvent nous donner ces fonds. Voilà. Par la suite, on parle de l'étude commerciale. Et là, c'est l'étude de terrain. C'est quoi une étude commerciale? Donc, avant de se lancer dans un projet, on doit adopter une stratégie commerciale pour laquelle on peut justement ne pas dépendre à des hommes malgré nos départs. Donc, l'idée de la gestion de projet en général, ou bien l'idée précisément de l'étude commerciale, c'est ne pas dépendre à des gens qui sont de l'entreprise, mais dépendre d'un système qui est assez, je dirais assez fort en management et en gestion de projet. Et là, pour faire une étude commerciale, on se base sur le premier coup, c'est-à-dire les sources d'informations. Quelles sont les sources d'informations dont justement, moi, comme personne qui veut se lancer dans un projet, avoir des informations qui sont fiables, que ce soit par rapport à mon client, que ce soit par rapport à mes clients en général ou bien à mon marché en général. Et là, ça nous mène à avoir des bases de données qui sont fiables. C'est-à-dire, il y en a plein de cabinets qui nous donnent des bases de données qui ne sont pas actualisées, qui ne sont pas fiables, qui regroupent des contacts qui n'existent plus. Donc, pour avoir des bases de données fiables, c'est un travail assez précis. Donc, ces sources d'informations, on peut avoir des sources qui sont fiables. Et là, ça dépend de l'activité et la nature de notre activité. Si on cherche des bases de données sur le digital, donc là, on peut s'adresser à l'agence de développement digital. Donc, ainsi qu'on peut s'adresser à quelques associations marocaines à vocation entrepreneuriale qui sont connues. Par exemple, il y a aussi le réseau Maroc Entreprendre, et il y en a plein. Le CRI aussi, qui regroupe qui a justement beaucoup de bases de données. Ou bien le centre de jeunes dirigeants. Donc, il y en a plein qui peuvent fournir des bases de données qui sont fiables et qui sont à jour. Par la suite, on a une analyse de notre environnement. Et là, on part d'une analyse macro et micro basique, donc une analyse macro de notre environnement, et puis une analyse assez approfondie pour notre étude micro de notre marché et notre client. Après, ça sous-entend une étape très, très essentielle qui est l'analyse détaillée de notre client. Et là, on part d'une manière basique de la segmentation, le positionnement et le ciblage. Donc là, à ce niveau de segmentation, de positionnement, on ne parle plus du marketing de masse, mais plutôt on parle actuellement d'un marketing qui est segmenté et voire même individualisé en fonction je dirais, des caractéristiques de chaque client, pourquoi pas. Sinon, on peut donner l'exemple par rapport à ce point de Volvo. Donc, Volvo comme un acteur automobile. Une fois on pense à Volvo, on pense aux camions, c'est-à-dire les matériels qui sont lourds, qui n'est pas vraiment le même segment que Fiat, par exemple. Donc là, on parle de deux segments qui sont différents. Donc, parlons d'une segmentation qui est assez précise et très, très important pour cibler notre clientèle et ne plus avoir justement un aspect assez diversifié, et ne pas justement avoir notre client en fin de compte. Alors, après qu'on a fait notre analyse qui est de segmentation de positionnement, on passe à une analyse qui est très, très pratique par rapport à la réponse de l'entreprise après l'analyse, c'est-à-dire la stratégie communication et marketing. Donc, parlons de communication et marketing. Donc, c'est un aspect très, très, très important pour chaque entreprise qui vient de démarrer, bien une entreprise opérationnelle, en pleine activité. Donc, chacune doit adapter une stratégie de communication qui est différente. Si on parle d'une entreprise qui vient de se lancer, donc on parle d'une stratégie de communication qui est plus du descriptif, qui est plus de ciblage de
clients qui est plus une communication professionnelle, c'est-à-dire à assister aux salons, aux événements, aux hackathons, conférences, pour avoir un réseau et connaître justement notre clientèle et présenter notre entreprise vis-à-vis à différentes, je dirais, personnes ou bien différentes entités qui peuvent nous aider d'une manière indirecte ou directe, pourquoi pas. Et là, je parle de la communication classique. C'est les flyers, les brochures, les affiches, la presse et tout. Donc, c'est une communication classique à travers laquelle on peut faire justement une petite publicité par rapport à notre entreprise. Et après, on parle de la communication digitale. Et là, on parle d'une communication qui fidélise nos fournisseurs, nos partenaires, nos potentiels clients, nos clients, etc. Et là, on parle en premier lieu, adapter le message de notre entreprise, le message qu'on veut transmettre à travers nos réseaux sociaux ou bien notre site web à notre clientèle. Donc, chaque segment, je dirais, de clientèle a une manière à travers laquelle il voit les choses, une manière d'attirer un client avec une tranche d'âge, par exemple, différente à une autre tranche d'âge. Donc, c'est des choses qu'on doit adapter à notre clientèle. Après, il y a aussi des campagnes d'emailing avec les potentiels clients. Donc, c'est des choses que je faisais avec mes clients et puis avec les clients, les partenaires. Des campagnes d'emailing avec des occasions, je dirais, des fêtes ou bien des occasions particulières. Pourquoi pas faire des campagnes d'emailing pour souhaiter une bonne fête fin d'année à nos clients. Donc, ce sont des choses qui fidélisent nos clients. Après, il y a aussi la rédaction des newsletters, la rédaction des newsletters qui contient notre activité, qui sont les choses qu'on mène, qui sont les choses qu'on veut faire, que ce soit un projet qui a un caractère social, un projet qui a un caractère, je dirais, environnemental, pourquoi pas le mettre et le diffuser auprès de tous nos partenaires et tous nos potentiels clients. Après, un point très, très ancien, c'est l'identité digitale de notre entreprise. Donc là, je parle d'identité digitale. Donc, je parle de charte graphique, je parle de logo, d'identité sonore, etc. Donc, tout le palier qui regroupe une identité qui sera digitale, qui est dédiée à une entreprise donnée. Après, là, on passe à une phase. Là, on a terminé justement notre phase générale de préparation. Donc là, on a tous nos plans, que ce soit de communication, que ce soit plan technique, que ce soit de recrutement, de formation, etc., de rémunération. Après, là, une fois on a terminé nos plans, je dirais nos plans de préparation, on passe à une phase qui est assez importante, qui est la phase de recherche de financement. Donc, à un moment donné, on a besoin d'argent pour avancer, pour lancer notre projet. Donc, l'objectif de recherche de financement est d'assurer une entrée fixe à l'entreprise en termes de fonds. Et là, il y a plusieurs moyens d'avoir un financement du projet, que ce soit un apport personnel, des banques, de marchés boursiers, le capital d'investissement, les associations professionnelles qui peuvent pousser et qui peuvent nous aider et qui peuvent même nous donner un bon financement à notre projet. Et aujourd'hui, j'ai aimé de vous présenter un sujet qui est très, très intéressant, qui est le capital d'investissement et les levées de fonds. Donc, pour la recherche d'investissement ou bien de financement, il y a des entités, je dirais, qui donnent des levées de fonds à des jeunes, des startups, des entreprises ou bien des entités en général qui ont besoin des fonds pour démarrer ou bien qui sont en plein opération et qui ont besoin de fonds. Donc, l'idée, c'est que pour avoir un levée de fonds, on aura besoin d'un projet, d'un programme à présenter à ces gens qui nous donnent justement des fonds. Avant de se lancer les phases pour préparer et avoir de levée de fonds, j'aimerais bien vous présenter grosso modo c'est quoi le principe. Donc en fait, le levée de fonds, c'est qu'à une entité donnée, on le présente un programme ou bien un projet qui est assez, je dirais, lourd en termes assez intéressant pour l'entité elle-même, qui va lui séduire, lui attirer et puis nous donner justement un fonds qui est assez intéressant à partir duquel on peut démarrer notre projet. Il y a plusieurs de services, je dirais, dont on peut proposer et on peut justement s'adapter à plusieurs entités pour bénéficier des fonds qu'ils donnent, même si je dirais, c'est pas vraiment le fond de notre projet. Donc, je vais revenir vers ce point dans les exemples dont je vais vous présenter par rapport à les différentes entités. Mais là, on présente justement les phases pour avoir un financement pareil. Donc, la première phase, c'est la phase de préparation. Et là, je parle de tout ce qui est rédaction, préparation des différents documents, que ce soit le business plan, l'état financier, l'executive summary, la réalisation passée, une démonstration de l'offre et les documents d'annexe. En fait, chaque entité, chaque investisseur en général nous demande un certain nombre de documents et à rédiger et à mettre en place.
diligence. Une fois qu'on a rédigé tous nos documents qui sont essentiels, en de top, je dirais, c'est le business plan, on passe au ciblage des investisseurs et la phase d'approche. Donc là, on doit établir une liste des investisseurs qui sont cibles à contacter. Il y en a vraiment plein, il suffit de chercher. Après, il y a la phase d'envoi des documents, l'organisation des réunions individuelles pour les investisseurs qui sont intéressés par l'offre. Donc, cette phase, c'est une phase préliminaire. Après, quand on a déjà établi et recherché nos investisseurs et tout, on passe à la phase de rencontre. La phase de rencontre, et là, on parle de l'analyse du projet et de la due diligence. C'est quoi la due diligence? Donc, c'est la validité plutôt, en cas de réussite de notre échange, de la rentabilité. En quoi c'est l'autre entité qui nous donne un levier de fonds peut bénéficier de notre entreprise ou de notre projet. Après, on peut identifier les risques associés à cet investissement, ce qui est très basique. Après, il y a une signature de la lettre d'intention. Donc, la lettre d'intention, c'est une lettre, je dirais, préliminaire qui contient les conditions financières, juridiques et tout, toutes les clauses qui se trouvent dans un pacte actionnaire. Donc, après, l'étape suivante, c'est la phase de négociation. Donc, après qu'on a mis toutes les phases, toutes les clauses, on peut justement négocier, que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue juridique. Et là, après qu'on a négocié, on a fait les modifications et tout, on passe à la rédaction du pacte d'associés. Une fois on signe, on rédige plutôt le pacte d'associés et là on part du closing. Donc c'est là une assemblée générale ou bien une réunion, une assemblée qui peut nous permettre de faire une petite introduction à un nouveau pacte signé, à notre nouveau actionnaire. Sinon, passons à des exemples qui sont concrets et qui peuvent nous donner un levier de fonds qui est assez intéressant. J'ai mis ici quelques-uns qui sont essentiels, notamment l'OCP Foundation, Tijari Invest, l'Association marocaine des investisseurs en capital, la Caisse centrale de garantie, Maroc Numeric Fund et les CRI. En fait, chacun, il y en a plein, mais j'ai choisi les gens qui sont un peu, je dirais, connus. Donc, chacun a sa manière de voir les choses, mais le principe est le même. Il suffit juste de s'adapter du besoin de chaque investisseur. À savoir, par exemple, on prend l'exemple de l'OCP Foundation. Donc, l'OCP Foundation, il peut nous donner justement un investissement, c'est-à-dire un lever de fonds à travers la gestion de l'un de ces espaces qu'elle veut créer. Donc, c'est une chose très essentielle. Après, il y a aussi le CRI. Le CRI, c'est plus ce qui est, je dirais, formation, accompagnement. Et on a même dernièrement un CRI qui a lancé un projet de formation pour les startups. Justement, qui nous mènent, c'est-à-dire il y en a des entités qui peuvent former des startups et des entreprises qui viennent de démarrer. Le CRI, il bloque un fonds juste pour assurer ces formations à ces entreprises, dans une région bien sûr bien déterminée. Donc là, l'idée, c'est que pourquoi pas, si on a justement une entité assez forte, pourquoi pas assurer ces formations à ces startups, à ces entreprises qui viennent de démarrer et avoir un fonds de la part du CRI. Donc, ce sont des exemples qu'on peut faire pour avoir du fonds qui est continu, des fonds, de l'argent qui rentre chez nous d'une manière quotidienne. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair dans ce sens. On passe à l'étape suivante qui est la phase du lancement du projet. Donc là, on passe à l'étape qui c'est plus de l'exécution. Là, on a déjà parlé sur tout ce qui est, je dirais, des étapes qui sont de préparation. Et là, on part du lancement pur et dur du projet. Donc, le lancement pur et dur du projet, là, on parle de formalité, de création du projet, c'est-à-dire le cadre juridique qu'on a choisi, le coût, etc. Donc, c'est la mise en place de notre forme juridique. Après, il y a le démarrage du projet effectif. Donc, on parle du démarrage, on parle de lancement des différents plans qu'on a déjà fait, que ce soit le plan d'approvisionnement, si on va approvisionner des choses, ou bien le plan de recrutement, le plan de formation, donc, dont on a déjà parlé sur la première phase de préparation, donc on le met en place. Et il y a le plan de prospection, le plan de communication, donc ce sont des plans qui sont assez précis, c'est-à-dire en termes de temps et en termes, je dirais, de quantité, c'est-à-dire en termes de prospection, combien de déplacements je vais faire, combien de prospects clients je vais contacter, et c'est-à-dire en termes de communication, combien d'articles je vais publier, combien de posts je vais publier, c'est quoi le taux d'engagement par rapport à mon ambition que je vois. Donc, ce sont des objectifs qui sont quantitatifs et puis qui sont ciblés pour que par la suite, on passe à
phase qui est la phase de suivi du projet. C'est une phase très, très essentielle. Et là, on parle des écarts entre ce qu'on veut et ce qui existe déjà sur ce qu'on a fait, tout simplement. Et là, on parle des KPI de performance et l'état d'avancement du projet. Donc, c'est tout ce qui est reporting, remise en question par rapport à nos décisions, remise en question par rapport à nos objectifs. Donc, c'est une étape très essentielle et ça demande un suivi qui est assez rigoureux, je dirais. Donc, et la dernière phase, c'est la phase d'évaluation du projet. Et là, on parle je dirais, deux termes de projet. Là, des actions qui sont correctives s'il s'agit d'un projet, je dirais, durable dans le temps. Et je dirais, s'il s'agit je dirais, si le projet a une durée de vie déterminée, donc c'est plus un bilan de capitalisation. Merci Tofat. Donc je disais que je dirais que si c'est un plan à vie déterminée, c'est-à-dire c'est un site web à effectuer, c'est un projet à durée déterminée, donc c'est un plan de capitalisation, c'est-à-dire quelles sont les décisions qu'on a fait, quelles sont les fautes qu'on a déjà fait et comment on peut capitaliser justement toutes nos décisions, toutes nos fautes. Si c'est un projet à durée, c'est-à-dire qui dure dans le temps, donc c'est plus des actions correctives, donc c'est des plans de qualité, de la roue de Deming, donc c'est tout ce qui est un écart, donc on fait des actions correctives pour voir je dirais les résultats. Et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, j'ai essayé de vous donner un peu l'essentiel pour tout ce qui est gestion de projet. Mais là, je pense que pour détailler un peu chaque plan, que ce soit de communication, que ce soit de prospection, de RH, donc ça demande beaucoup plus de temps que ça. J'espère que ça a été un peu clair pour vous. Si vous avez des questions, vous les mettez sur le chat, voilà. Ou bien vous prenez la parole.